une page d'histoire et une anecdote historique. Les Alliés ont débarqué en Normandie dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Un bonheur n'arrivant jamais seul, Xavier Jaillard naquit au même instant dans le pays de Jules Renard, de Serge Moreau et du gars Jean-Pierre. Il est né, malheureusement pour nous, car quel auteur de science-fiction aurait imaginé cet ancien élève du cours Jaillard en prof de lettres, prof de littérature comparée à l'université de Salzbourg en Autriche, fondateur et patron du Roi Lyre au pied de Montmartre pendant 9 ans. Le Roi Lyre était ouvert jour et nuit. À 18 h, le ménage. Dîner-spectacle, boîte de nuit, cinéma d'avant-première, petit déjeuner à 7 h, 8 h du matin, le ménage et studio d'enregistrement toute la journée et on recommence. Coureur automobile sur Porsche. Héritier de Jules Renard, donc pour qui il a créé un festival et plusieurs spectacles. Directeur du Petit Héberto depuis mars 2009. Et qui voit sa carrière de comédien, cinéaste, producteur, éditeur de pièces, imprimeur, romancier de polar, parolier de chansons pour Eddie Barclay, journaliste chez Bayer Presse, scénariste pour la télévision, metteur en scène, auteur et adaptateur pour le théâtre, carrière, dis-je, j'ai plus assez de doigts, dis-je, couronné par de nombreux prix, dont un Molière en 2008 pour son adaptation du roman d'Émile Ajar, La vie devant soi. Dans la foultitude de ces vies parallèles et simultanées, quelquefois diagonales, voire perpendiculaires, notons parmi ces 150 films celui qu'il réalisa pour Pierre Fabre sur la dépression nerveuse, qui eut certainement eu une influence sur sa décision de se consacrer corps et âme à la scène et à la scène joyeuse. Dans l'esprit de l'Écluse, où nous nous sommes croisés sans nous voir, ou du théâtre des déchargeurs de Vicky Messica, où nous nous sommes vus sans nous reconnaître, il fait débuter d'obscurs talents qui aujourd'hui ont leur nom en haut de l'affiche, soit au Roi Lyre, soit par les découvertes théâtrales du studio Raspail, avec André Degaine, le spectateur absolu, c'était le surnom que lui avait donné Charles Charras, soit au Petit Héberto. Je lui dois de vivre un rêve, celui de marcher sur les traces de Dazu en improvisant des dessins sur scène, d'abord à Raspail, et puis aujourd'hui lors des fabuleux délires des séances du dictionnaire de l'Académie Alphonse Allais. Pensez donc que vous-même, qui applaudez nos débutants assis dans les fauteuils de Bobino, vous pourrez un jour les applaudir assis dans les fauteuils de l'Olympia. C'est au Roi Lyre, à Montmartre, le 4 mai 1974, que je vis Francis Blanche pour la dernière fois. La joie de mon adolescence, des cabarets de la rive gauche et des cafés du quartier latin. Mais vous n'avez pas à envier ma chance. Car vous pourrez dire, j'ai vu Xavier Jaillard, disant et chantant des textes de Francis Blanche et de Xavier Jaillard, le samedi 13 novembre 2010, dans un théâtre en sous-sol qui se prenait le temps d'une soirée pour une cave de Saint-Germain-des-Prés. C'est pourquoi l'échelle à coulisses est folle de joie de remettre aujourd'hui ses clés à Xavier Jaillard. Ah bah bravo. Ça y est. Maintenant, place au théâtre. Ah oui, d'accord.
Sarah Bernard. Ariel! Ariel, je me suis encore pris le pied dans le tapis, j'aurais pu me casser la jambe. Mais ça va maintenant. J'ai cloué. Non, non, plus tard. J'ai du travail. Comme dirait mon ami Pierre Dac, ici présent, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, monsieur le ministre, mon général, ma sœur, puisque j'ai l'honneur et l'avantage en nature, c'est lui qui a rajouté ça, l'honneur et l'avantage d'être reçu aujourd'hui chevalier des arts et lettres avec palme et masque, encore lui, chevalier des arts et lettres à l'occasion de mes 30 ans de carrière que je poursuis d'ailleurs depuis 40 ans, on m'a demandé de prononcer un discours pour faire, somme toute, mon propre panégyrique. Mais, souffrant d'une modestie maladive et détestant parler de moi, évidemment, je serai bref. Ariel, c'est vous qui fermez le théâtre? Ben, ne m'attendez pas, hein. J'ai mon discours à relire pour la réception de ce soir. Vous n'aurez qu'à mettre la clé au clou. Hein? La clé au clou! Et je la laisserai dans la cachette secrète, sous le paillasson, au pied de la porte. Les premiers... Oh là là, les premiers invités doivent être déjà arrivés au ministère des ascédiques, là. Bon, alors, j'ai dressé une courte liste des quelques sujets où éclate mon mérite et quelques talents que j'ai, mais dont on ne parle pas assez souvent à mon avis. Ma principale qualité, c'est de me connaître quelques défauts. Mon principal défaut, c'est de me connaître beaucoup de qualités. C'est vrai que j'en avais plein, hein, des talents, au début. Alors, quand on est jeune, on sait encore tout faire. C'est plus tard qu'on nous spécialise. Tiroir des hommes d'affaires, tiroir des ingénieurs, tiroir des clowns. Alors on n'ose plus savoir tout faire. Moi, quand j'étais petit garçon, j'osais encore savoir tout faire. Marin, pompier, grand directeur, pilote d'avion, et auteur, et acteur, et poète. Le choix d'un métier, laissez-moi rire. On a autant de vocations qui nous passent d'envie sous le nez. D'envie et de modèle. On voit Gabin, on veut devenir Gabin. On voit De Gaulle, on veut devenir De Gaulle. On voit l'abbé Pierre, non, ça peut-être pas, mais... Jésus, tiens. Jésus, on voit Jésus, on imite Jésus. Puis si on s'accroche, on... Je dis pas que c'est facile, mais on doit pouvoir. Moi, à cette époque-là, j'avais envie d'être poète. Je voulais être Voltaire, Molière et François Villon. François Villon surtout, parce que je me sentais poète. Les autres aussi, d'ailleurs, me sentaient poète. Tout gamin, déjà, ma mère disait de moi, oh, ce garçon-là, c'est un poète à 16h. Puis vers 16h15, 16h20... Mais trop tard. J'avais déjà composé. Le berger écoute le vent. Le berger compte les étoiles. Le berger regarde le temps grisailler son manteau de toile. Le berger confie son troupeau à l'épaule de la montagne. Le berger joue de son pipeau. La voix du torrent l'accompagne. Mais par les longues nuits d'été, couché seul sur le dos dans l'herbe,
compagnon de l'éternité, le berger, s'emmerde. Je voulais faire poète, j'ai fait poète. Les gens s'en sont pas toujours aperçus parce qu'il m'arrivait de déraper sur une rime. Ah ben, c'est que c'est pas facile de maîtriser la prosodie, hein. Les rimes, ça se trouve pas sous le pied. Enfin, si, sous les pieds, les derniers pieds. Non, au bout des pieds. Bon, j'ai 12 pieds, par exemple. Par moi. L'alexandrin a 12 pieds. Et au bout, sur 2 pieds, il y a une féminine sous une masculine. Ou le contraire, la féminine sur la masculine. Ou 2 féminines ensemble. Ou alors croisées. Bref, la poésie, ça s'apprend. Moi, j'ai passé des heures avant d'y arriver. Assis, la tête en dessus de l'encrier, je ne trouvais rien. Je me disais qu'il valait mieux que je travaille à l'encre rouge, parce que si j'y piquais du nez, ben, au moins je serais tout maquillé. Pas de fête. Il me faut faire, quel problème, un poème sur cette feuille de papier. Et jusqu'ici, j'ignore même combien mes vers auront de pieds. Déjà, dès la seconde strophe, catastrophe, privé soudain de mes moyens, je recherche une rime en off et... Philosophe ne vaut rien. En vain, sur la liste des rimes, je m'escrime pour en trouver un à toujours. Tambour, calembour, c'est minime. Tant pis, je vais y mettre amour. Ce poème est un peu baroque, je m'en moque. Par personne, il ne sera lu. Car on admire à notre époque les vers, mais on ne les lit plus. Alors je saute les obstacles pour avoir plutôt terminé. Dans mon dictionnaire, je racle un tas de mots inopinés. Et puis pour faire un point final, à la façon de ceux qui perdent, je plaque un dernier vers banal qui finit forcément par... Et ça recommence. Il n'y a qu'une seule rime à perdre. Oh, Georges, comment fais-tu? 3 mots tout simples, une idée si claire et si pure qu'on a toujours l'impression de l'avoir eue avant toi. Et en plus, ça rime. Ça tombe pile, sans effort. Être assoiffé d'eau, c'est triste mais faut bien dire que l'être de vin, c'est encore 20 fois pire. Bravo, Georges. Bravo, Georges. L'évidence qui rime, c'est ça le génie. Donc, mesdames et messieurs, je serais heureux qu'une petite portion de cette médaille que je reçois aujourd'hui soit réservée à la poésie. Schématisons la médaille. Ceci représente l'intégralité de l'objet qui symbolise 100% des talents pour lesquels vous m'honorez ce soir de cette magnifique distinction. Et ça, c'est la part qui revient à la poésie. Le mettre à l'envers. Avant de passer à la tranche suivante de mon camembert, oui, parce qu'on appelle ça un camembert. Avant de passer à la tranche suivante, nous devons considérer la décomposition d'une même tranche en plusieurs sous-catégories. Ainsi que la poésie, hein, 23 ou 24%, qui communie sous 2 espèces, comme la religion, l'écrit, que voici, et le chanter, que voilà. L'écrit, c'est ce dont vous n'avez jamais entendu parler. Le chanter, c'est ce que vous allez oublier. Alors, mesdames et messieurs, essayez de vous en souvenir encore un petit peu. Ils n'y arriveront jamais. Vous voulez que je leur chante, quoi. Mais ça va rallonger le discours. Ou alors des extraits. Ou des œuvres courtes. Voilà. Je suis une malle, je suis une malle, je suis une malle, j'ai une poignée.
mais j'aime mieux être une malle qu'un ballot. Là, ça c'est court, c'est bien. Ah, soyez bons pour les canards ont un père et une mère, laissez-les nager dans la mare. C'est trop court, hein. Non, je vais leur chanter un extrait conséquent. Mon frère, voyez la bonne, paraît qu'elle volait des sous à maman. Elle a pleuré comme une folle, crié que c'est pas juste et fait des serments. C'est moi qui l'avais vu. Naturellement, tout le monde m'a cru. Pas vrai, mais ça fait plaisir. Parce que j'aime bien mentir. Ça tourne pas rond dans ma petite tête. Des fois j'ai des drôles d'idées. C'est pas de ma faute, mais quand je m'embête, faut que je fasse des bêtises. Arrête avec de la poigne, on peut me corriger, a dit le docteur. Faudrait que j'aille à la campagne, moi ça me plairait bien, j'aime tellement les fleurs, pour leur arracher les pétales. Parce que j'aime bien faire mal, puis que mon petit frère s'est noyé. On a dit, je l'ai poussé. Ça tourne pas rond dans ma petite tête. Des fois j'ai des drôles d'idées. C'est pas de ma faute. Et quand je m'embête, que je fasse des bêtises. Dire des bêtises. C'est sans doute la spécialité qui m'aura fait vivre et qui fait que vous m'honorez ce soir de cette magnifique distinction. Mais je vais tout de même pas écrire ça comme portion majeure de mon camembert. Poésie, bêtise. Récompenser la bêtise ne grandirait d'ailleurs ni le donateur ni le récipiendaire, qui prendrait aussitôt la grosse tête. Ça gonflerait le récipiendaire. Elle est mauvaise. Je vais vous faire une confidence. Moi, j'ai depuis toujours un secret pour une méthode pour valoriser mes bêtises puis leur donner la couleur du génie. Alors, monsieur le ministre, je vais vous en faire profiter, ça pourra vous être utile. Il suffit de laisser supposer un sens caché à la bêtise qu'on vient de sortir. Et aussitôt, les gens se disent « Oh, mais il y a quelque chose là-dedans, ça va loin !» Et hop, vous transformez le clown en moraliste. Ce sport n'est pas nouveau, hein. J'en veux pour preuve, tiens, La Fontaine et sa célèbre fable « L'orateur et le sourd-muet » que vous connaissez certainement. On pioche souvent dans La Fontaine. D'abord parce que c'est un grand auteur, ensuite parce que c'est un grand poète, et puis parce que personne ne l'a jamais vraiment lu complètement, alors je peux y fourrer mes propres citations, on s'en aperçoit. Mais là, de Jean de La Fontaine, L'orateur et le sourd-muet. Un jour, un orateur parlait à la radio, en envoyant d'ailleurs main postillon dans le micro, ce qui n'est dans le fond qu'un détail des plus minces, et tout là-bas, dans un hospice de province, il y avait un sourd-muet qui somnolait à côté de sa TSF. L'orateur, en hurlant, exposait ses griefs, pendant que, plein d'indifférence, le sourd-muet gardait le silence, car il n'entendait rien du discours enflammé. D'ailleurs, le poste était fermé. Lorsque tomba la nuit, le sourd-muet se mit au lit, l'orateur retourna chez lui, et mon récit finit ainsi. Cette histoire a ceci de bien qu'elle ne prouve absolument rien. Elle me sera pourtant profitable, car j'en ai déduit cette vérité, c'est que lorsqu'on fait une fable, il est avant tout préférable d'avoir quelque chose à y raconter. La Fontaine est honnête, lui, hein, il avoue que c'est creux.
Moi, je vous donne mes maximes, mes proverbes, et débrouillez-vous. Tiens. Tel qui rit vendredi boira 40 jours plus tard. Donc, ne faites pas à autrui ce que vous pouvez faire le jour même. De même qu'il ne faut pas parler de corde dans la maison d'un pendu, il ne faut pas parler de concorde dans la maison d'un imbécile pendu. Bon, ben, ces trois-là sont des bêtises, hein. Je vous les ai donnés comme exemple, maintenant on ne joue plus. Qui vole un œuf ferait mieux de voler un bœuf. Qui donne aux pauvres prête à rire. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu hais. Ah oui. Les rêves ont été inventés pour qu'on ne s'ennuie pas pendant le sommeil. C'est moins évident là tout à coup, hein. Voilà pourquoi je vous propose une autre tranche à ma médaille, à tout hasard. Mesdames et messieurs, je souhaiterais que cette médaille fût le symbole de ma reconnaissance de mon talent d'enseignant. J'ai instruit les foules qu'on le reconnaisse une bonne fois. Je ne vous demande pas les palmes académiques ce soir, j'aurai ma veste grasse, encore que vous n'auriez été dérangé qu'une seule fois, monsieur le ministre. Mais le rapport direct entre un professeur et un clown paraît évident, hein. Non, j'insulte pas le corps enseignant, je veux dire par là que ces deux professions sont tournées toutes les deux vers les autres et singulièrement vers le monde de l'enfance. Parce que nous sommes tous réunis par nos fonds de culottes que nous avons usés ensemble à l'école, je veux dire. Et ceux qui ne se sont pas intégrés nous ont offert un spectacle désolant, souvenez-vous. Je ne veux pas aller à l'école. Est-ce qu'il faut aller à l'école? Non, je ne veux pas aller à l'école. Mais si, tu vas aller à l'école. Pourquoi tu ne veux pas aller à l'école? Parce que quoi? Parce que les enfants, ils sont méchants avec moi, puis les professeurs aussi, ils n'ont rien qu'à m'embêter. Hein? Ben tant pis, tu iras à l'école. Non, je n'irai pas à l'école. Si, tu iras à l'école. Quand on est directeur d'école, on va à l'école. Bon, ben alors, si c'est ça, je vais la fermer, l'école. Mes chers élèves, notre école va être obligée de fermer si vous ne donnez votre bol pour permettre de continuer. Moralité, pour que l'école dure, amis donnés. J'aurais bien aimé faire maître d'école aussi, pour faire chier les mômes comme Zazie. Aujourd'hui, vocabulaire, les pluriels irréguliers, notez. On dit un infarctus, des obsèques. J'aurais utilisé des tas de moyens pour que les élèves retiennent des charades, des devinettes, tenez, devinettes d'instruction civique. Quel principe est-ce que je mime là? Les fautifs ne sont pas toujours coupables. J'aurais fait apprendre par cœur des petites poésies mnémotechniques, leçon rivée de géographie. Un tigre du cidre échappé est entré dans un poulailler. Une poule fort effrayée en a pondu un œuf carré. Moralité, Mésopotamie. Entre le tigre et l'œuf rate. J'aurais lu à haute voix des chapitres de sciences naturelles. Tiens, la peau de chagrin. En France, on fabrique beaucoup d'objets en peau de chagrin, une matière très élastique. D'où est tirée la peau de chagrin? Du chagrin, naturellement. Le chagrin est une sorte de chat sauvage, gris, sombre. Son cri est lugubre. C'est un animal très prudent, on arrive mal à chasser le chagrin. Le chagrin se cache volontiers dans les fleurs, les soucis, les pensées noires. C'est là qu'il trouve des cancrelats, car le chagrin se nourrit de cafards. Oui, oui. Finalement,
Je crois pas que ça m'aurait plu de fermer l'école. On apprend à des petits crétins comment devenir des grands cons. Bien lisses, bien soumis, et fiers de l'être. J'étais petit, je n'étais pas grand, mais j'étais un enfant docile. Je montrais ma culture à tous les passants, c'était la fierté de mes parents. J'apprenais par cœur, consciencieusement, des tas de règles difficiles que je répétais à nos invités pour montrer que j'étais bien élevé. Faut pas manger les frites avec les doigts, faut pas ronger les os avec les dents, faut dire pardon, bonjour et s'il vous plaît, faut dire merci à la dame. J'ai eu 20 ans, a fallu y aller, ça s'appelle servir la patrie. Le salut au drapeau, le lit au carré, et toutes les folies dégradées. Quand t'es colonel, tu peux te révolter, il y aura toujours une amnistie. Mais quand t'es trop fion, mieux vaut répéter ce qui fait la force des armées. Faut pas manger les frites avec les doigts, faut pas ronger les os avec les dents, faut dire pardon, bonjour et s'il vous plaît, faut dire merci à la France. Maintenant je suis rangé, marié, j'ai la sécurité sociale, la retraite des cadres, les congés payés, la plus belle de chevaux du quartier. Moi, eu d'enfant, ça s'est pas trouvé, d'abord ça pue, et puis c'est sale. Et quand mes petits-neveux seront vaccinés, je leur enseignerai ma vérité. Faut pas manger la vie avec les doigts, faut pas ronger la vie avec les dents, faut dire pardon, bonjour et s'il vous plaît, faut dire merci. Dire merci, oui. Puis merde. Bravo. Poète, clown, pédagogue, nous sommes tous des enfants du souvenir, des enfants du passé. Et moi, j'aime pas le passé. Le passé qui nous fait regarder en arrière et nous transforme en statue de sel. C'est pas grave pour le clown, pour le pédagogue, ni pour le poète, puisque leur matière première, c'est le passé. Mais pour le clown, il n'a que le droit de faire rire et de regarder en avant. Alors, il se retrouve Arlequin, poignardé sur les quais du vieux Londres. L'enquête est mal conduite et Scotland Yard s'y perd. On a fouillé en vain la chambre à Lenton Square. La dame de l'hôtel refuse de répondre. On recherche un vieux clown qui, à l'heure du crime, réparait sur les docks un cerceau en papier. Lui seul peut révéler à l'inspecteur Verdier quelle était la chanson que chantait la victime. Interpol a lancé 3 agents sur l'affaire. On a interrogé les amis du défunt, Polichinelle à Rome, Colombine à Berlin et Pierrot, qui faisait du ski à Val d'Isère. Tous 3 ont répondu d'un air un peu bizarre, car ils savent déjà que c'est bientôt leur tour. Ils connaissent le nom du tueur de guitare, et pendant ce temps-là, l'assassin court toujours. L'assassin court encore. Il s'appelle chacun. Chacun de nous, de vous, aux 13 coins du monde. Chacun a plus ou moins
dans les brouillards de Londres, un soir, sans le savoir, poignardé Harlequin. On assassine les clowns quand on est devenu grand. Comme on jette sa poupée, comme on ne croit plus au Père Noël. Ah, pourtant, il existe le Père Noël. Hein. La preuve, fin décembre, il vient chez tous les enfants à la fois. Un travail de fou. Alors lui, du coup, le pauvre Père Noël ne fait jamais son réveillon à la maison. Car quand il rentre au mois de mai, ce n'est plus du tout la saison. Toutes les bougies sont éteintes, les cheveux d'ange sont rangés. On lui laisse un morceau de dinde dans un coin du garde-manger. Et que voulez-vous? Noël est si loin. Le divin enfant est un grand jeune homme. Dehors, le printemps danse dans les foins, sous le vent léger qui sent bon la pomme. Alors, dans la campagne en fête, quand il est sûr qu'on ne le voit pas, le Père Noël fait en cachette son arbre à lui. Dans un lilas. Oh, bravo. Il n'y aura plus jamais de neige sur le chemin des étangs. Je veux parler de cette neige de nos 15 ans. J'irai brûler des feuilles mortes dans le jardin de mes parents. Et puis je fermerai la porte sur nos amours d'enfants. Il n'y aura plus jamais de rire sur les sentiers ingénus. Je veux parler de tous ces rires à jamais perdus. La pédagogie ne sert plus à rien quand les enfants sont devenus grands. Le pédagogique devient alors le didactique. Le professeur devient journaliste. Eh bien, mesdames et messieurs, de même que nous avons créé 2 sous-catégories à la tranche poésie, l'écrit et le parler, de même, nous pouvons diviser votre affectueuse reconnaissance de mon talent d'enseignant en 2 applications distinctes, le pédagogique, pour le petit crétin, et le didactique, pour le grand con. Ouais, ce qui est sûr, c'est que toute ma vie, j'ai eu la vocation du pélican, hein, où offrant mon savoir, le bec ouvert jusqu'au fond des chaussettes. Ah, naturellement, la présentation change. On n'est plus un pédagogue, on est un journaliste. Alors, on aime habiller autrement, présenter le journal télévisé. J'ai le talent de transmettre mon immense culture, quel que soit le sujet de Mesdames et messieurs, l'objet que vous voyez ici est un cintre. C'est là-dessus que nous autres journalistes nous mettons nos vêtements. Très pratique d'ailleurs, hein, le col prend sa place ici, les épaules tombent de chaque côté, l'épaule nord, l'épaule sud. Les revers, dans la vie il y a des revers. Hein. Les revers viennent là, et pour l'accrochage, ce petit crochet qu'on appelle la zibule. Et l'objet est d'une telle pureté de ligne, d'une telle beauté sauvage, qu'on a souvent tendance à croire que le cintre a existé de toute éternité. On dit facilement « l'homme descend du singe », du cintre. Eh bien, c'est une erreur. Les Égyptiens de l'ancienne Égypte, par exemple, ne connaissaient pas le cintre. Vous n'avez qu'à voir leur dessin sur les bas-reliefs, leurs vêtements. Ridicule. Non. En réalité, le cintre a été inventé très exactement en 50 cintres après Jésus-Christ par un moine grec, réfugié à Monaco, hein, comme tous les Grecs, et qui s'appelait le frère Thrasybule. Le frère Thrasybule était un moine prêcheur qui allait de campagne en campagne, semant la bonne parole, semant tout ce qui pouvait semer. Et comme il était assez joli garçon, il avait une méthode assez particulière pour évangéliser les belles incroyantes. Il avait l'habitude, comme on disait en grec ancien, de tomber la veste.
C'était un homme très soigneux, alors il avait taillé une branche recourbée, il y avait adapté un petit crochet, et chaque fois qu'il était amené à tomber la veste en pleine campagne, pour une raison ou pour une autre, hein, hop, après un arbre. Les belles infidèles avaient été terriblement séduites par le petit appareil de frère Thrasybule. Je veux parler de ceci. Elles en avaient rapporté le modèle à la maison et elles avaient demandé à leur mari d'en faire autant, ce qui était bien la moindre des choses. C'est ainsi que peu à peu, le cintre se répandit. On lui donna le nom de son inventeur, le Thrasybule. Mesdames et messieurs, dans l'Antiquité, un cintre était un Thrasybule. Quelques années plus tard, ce pauvre homme fut sanctifié, canonisé, bêtement, au cours de la bataille Marseille-Monaco, 5-3, première division, et il devint Saint Thrasybule. Alors on a un objet, un Saint Thrasybule, tiens, passe-moi ton Saint Thrasybule, tiens, voilà mon Saint Thrasybule, et de Saint Thrasybule en Saint Thrasybule, on en arriva à un petit malentendu étymologique assez curieux. Saint Thrasybule, se prononçant tout aussi bien cintre à zibule, on en déduisit que le cintre c'était ceci, et la zibule, ça. Bravo. Et le cintre se répandit à travers l'Europe à une vitesse incroyable. Même en Espagne, qui était un pays assez fermé, à cette époque-là, il y avait encore des Pyrénées. Et bien, encore de nos jours en Espagne, vous trouvez des bars cintra, ce qui vous prouve bien l'influence de l'objet. Influence sur l'architecture romane, les voûtes en plein cintre de nos belles cathédrales, les voilà. Taillée dans un bois plus flexible, elle devint l'arc du guerrier, du chasseur. Et le célèbre capitaine Crochet, qu'est-ce qu'il avait au bout de son moignon? Une zibule. Influence sur la coiffure. Napoléon. L'amiral Nelson. Méphistophélès. Le cintre sert à tout. En cuisine, tenez. Pour battre les œufs en neige, pour faire une mayonnaise. Pour les enfants, fouetter aussi l'éducation. Après ça, on dit qu'ils sont complètement cintrés. Ben voilà. Alors, et puis pour le sport, l'escrime, le golf. Le cintre sert à tout. Faites retourner autour de la zibule, voici l'origine incontestable de l'hélice de l'avion. Vers le haut, c'est l'hélicoptère, vers le bas, le chasse-neige, et quand il s'arrête, la loterie nationale. Vraiment, on peut dire que le cintre est le produit du génie inventif humain. Alors, mesdames, n'hésitez plus. Si vos vêtements sont fripés, posez-les sur un cintre, et si votre poitrine tombe, posez-la par terre. Voilà un exposé didactique. J'apprends des choses aux gens. En fait, j'ai un autre exemple. La chanson improvisée. Attendez. Pierre Arnaud de Châssis-Poulet, je vous prie. Mâche Pro à l'appareil. Mâche Pro. Comme ça se prononce. Comment? À quel sujet? Oui, je l'appelle pour lui dire que si j'avais voulu vous demander à vous, je vous aurais appelé directement. Quoi? Mâche Pro. Directeur d'école. Le Courceau Trop, à Vincennes. Non, je ne quitte pas. Quittez pas. Ah oui, je vous parlais tout à l'heure de la poésie automatique. La poésie automatique était un sport tout à fait apprécié dans les cafés de Montmartre de l'après-guerre. On envoyait des rimes à un poète, un faiseur de rimes, et lorsqu'il en avait 6 ou 8 ou 4, qu'on lui en avait envoyé quelques-unes, il composait instantanément et gratuitement une poésie avec les rimes qu'on lui avait lancées. C'était pas tellement facile, d'autant que les gens choisissaient des mots exprès difficiles à caser, comme par exemple
bonne humeur et tumeur. Ou bien Claudel et bordel. Ou Giscard et placard, vous voyez, des trucs pas. Et puis, la poésie, l'exercice est encore compliqué avec la poésie moderne où les rimes ne riment plus. Oui, ah, quand même. Oui, ben oui, je suis encore au théâtre, oui. Ils sont tous là. Même ceux du sud de l'Italie. On avait dit réunion après la représentation. Ah ben oui, mais moi j'ai pas fini de relire mon discours. Hein. Et ben qu'ils attendent, il y a de la clairette de Die, de la clairette de Die, du Saumur. Oh dis donc, tu te souviens encore des rimes de la chanson improvisée? Parce que je vais la dire tout à l'heure. Mais si tu t'en souviens, t'auras qu'à me les envoyer. Mais si tu veux qu'on les répète une fois? Attends, je mets l'ampli. Tontaine et emporte-pièce. Tontaine et emporte-pièce. C'est pas très poétique ça, monsieur. Enfin, c'est votre choix, je le respecte. Tontaine et emporte-pièce, d'accord. Ensuite, deux autres. Vélocipède et Mississippi. Oui, monsieur, allez-y, mais dépêchez-vous parce qu'on a... Ah, Mississippi, oui. Vélocipède et Mississippi, très bien. Encore deux. Queue de vache et tourniquet. Queue de vache et tourniquet. Là, décidément, vous avez l'âme très poétique ce soir, très bucolique. Bon, je prends. Alors, je récapitule. Nous avons Tontaine, emporte-pièce, Vélocipède, Mississippi, queue de vache, tourniquet. Je me concentre. Non, je vous demande le plus grand silence, s'il vous plaît. C'est un exercice poétique extrêmement compliqué. J'y suis. À la claire Tontaine, m'en allant porte-pièce, j'ai trouvé l'ossipède que je Mississippi. Il y a longtemps que de vache, jamais je ne tourniquais. Merci. Pas truqué du tout, hein. Oui, j'arrive. J'arrive. Allez, chercher une médaille en plus. Il faut absolument sacrifier. Voilà, il faut sacrifier à l'étiquette. Bravo. On va l'étiquette parce que des personnes. Oh non, je suis ridicule là. Je ne peux pas y aller dans cette tenue. Ou alors. Ah, c'est déjà plus moi ça. Non, sérieusement. Aller chercher une décoration dans cette tenue. C'est pour chanter l'opéra, ça. La pince à linge. La pince à linge, la pince à linge, la pince à linge. La pince à linge, la pince à linge, la pince à linge. La pince à linge, la pince à linge. La pince à linge. La pince à linge. Fut inventé en 1887, 4 et 3, par un nommé Jérémie Victor Hopdebeck, qui est de fils de son père et de sa mère, neveu de son oncle et de sa tante, petit-fils de son grand-père, frère de sa sœur et frère de lait d'un marchand de beurre. La belle histoire. Déjà lorsqu'il était enfant, il montrait à tous les passants son curieux esprit compétent. Il inventait des appareils pour épépiner les groseilles, des muselières pour les fourmis, et bien qu'il fût encore petit, c'était un vrai homme de bête. C'était un mec, un drôle de mec, un fameux mec, et de lui mettre jusqu'à la Mecque, il y avait ainsi je me pète.
C'était un mec, un drôle de mec, un fameux mec, et de mec jusqu'à la mec, il y avait un si chouette mec. Un si chouette mec. Un si chouette mec. Jérémy Vic. Robe de mec. Dans les champs, près de chez son père, le linge blanc dans la brise légère semblait lui dire avec le vent un salage. Ils font ton linge plus fin et trop léger, une pince pour le pincer, pour le pincer, pour le pincer, le pincer. Et dès lors dans sa tête, l'obsession qui l'inquiète, le pincer, le pincer. Puis un jour, Eureka, il avait trouvé. C'est ainsi que Jérémy Victor, homme de bec, dans un éclair de son génie a su doter les lavandières, les portugais du monde entier. Une pince à linge qui frappe le bonheur d'humanité. Pince à linge, grâce à toi maintenant. Les chaussettes et les cuisettes restent au vent. Et il faudra me refaire à la fin. Amis, chantons en cœur, la louange et l'honneur de notre bienfaiteur, notre sauveur Jérémy Victor, homme de bec. Bec, 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 Parti d'en rire avec son cortège de mesures sociales et économiques. Madame, n'écossez plus vos haricots vous-même. Faites-les écosser par un autre. Je ne sais plus ce que je dis. Il ne faut plus y avoir de... Je ne sais plus. Monsieur, on vous dit d'aller pendant vos vacances faire les châteaux de la Loire. N'allez pas faire les châteaux de la Loire, ils sont déjà faits. C'est le Parti d'en rire, vous vous en souvenez, qui a proposé le transport en commun de l'avenir. La voiture publique. Hein? Vous vous souvenez? Ils ne se souviennent de rien du tout. On en mettrait partout et il ne serait à personne. Vous prenez n'importe quelle voiture en stationnement, vous allez où vous voulez et vous abandonnez la voiture sur le bord du trottoir avec les clés sur le contact. Et quelqu'un d'autre peut prendre la voiture après vous. C'est bien, hein? Alors vous me direz, oui, mais il y a des inconvénients. Et on peut prendre une voiture qu'on ne connaît pas, qui ne nous appartient pas, et puis si c'est pas juste, parce que si celui qui paye pour 200 mètres paye le même prix que celui qui fait 20 km, mais on y a pensé. Dans les voitures, il y aura un petit compteur. Alors on paiera au prorata des kilomètres parcourus. Ben vous direz, oui, mais on peut monter dans une voiture où il y a déjà quelqu'un. Pas juste. Si, on y a déjà pensé. Sur le toit, il y aura une lumière. Si la lumière est allumée, c'est que la voiture est occupée. Alors vous direz, oui, mais il y a les mauvais conducteurs qui peuvent abîmer la voiture. On y a pensé aussi. Dans chaque voiture, il y aura un chauffeur. Et voilà la voiture publique. On appellerait ça un taxi. M'énerver. M'énerver.
Je cherche mon sketch d'après, voyez-vous, là, tel que vous me voyez là. Je crois il faut être tourné plus vers les autres que vous n'êtes. Moi, je regarde, par exemple, autour de moi, j'ai mes petits voisins, des jeunes gens très bien, très courageux. Ils ont une affaire de plastique gérée avec calme et raison. Esther fait la vente en boutique et Mika fait les livraisons. Lui, très costaud, elle, pas fière, font dire aux esprits délicats « Mon Dieu, quel est poli Esther! Comme il est fort, Mika !» Ah oui, il faut observer les gens. Hein. Ah ben, je l'ai écrit ça dans mon discours. Ah voilà. Si je n'avais pas observé, jamais je n'aurais pu faire de théâtre. Ben oui, hein. Quand on fait du théâtre, en fait, on fait de l'étude de mœurs. C'est ceux qui... Alors d'ailleurs, moi, j'ai souvent voulu être édité pour le théâtre et on m'a dit, tous les éditeurs m'ont dit, vous êtes un auteur dramatique. Hein. Dramatique. Le problème, c'est qu'on n'y gagne pas sa vie au théâtre, quoi. Une institution rétrograde, un artisanat qui n'a pas su évoluer avec son temps. Et regardez, quand on a fermé la moitié des théâtres de France pour les transformer en parking, eh ben, les comédiens se sont inscrits au chômage, c'est tout. Moi, j'avais conseillé de les recycler sur leur lieu de travail, d'ouvrir au conservatoire une classe de garage classique et d'écrire pour eux. Dois-je séance, Seigneur, de cette pompe amère? Vous tirez du super ou bien de l'ordinaire? On n'a pas monté la pièce. Hein. Ça, c'est comme le théâtre classique. Le théâtre classique, ça n'intéresse plus personne. Pourtant, vous savez, moi, j'ai tout appris de Corneille et de Molière. Je dois tout à Tétis et tout à Ixion. Qu'importe. Pas intéressant. Alors moi, j'ai vu même des professeurs d'art dramatique qui n'arrivaient même plus à professer, et des auteurs qui étaient obligés d'écrire plusieurs pièces en même temps pour subsister. Imaginez ça, de dicter à 3 secrétaires en même temps pour faire 3 pièces. Vous imaginez ça, le maître qui arrive le matin, alors il y a 3 secrétaires comme ça, qui sont devant leur petit ordinateur, prêts à noter. Alors, vous avez une belle brune corte là, et puis ici vous avez une rousse opulente, il a une vieille, bon, alors... Et le maître arrive, mesdemoiselles, au travail. Et avant de commencer à écrire, nous allons faire le point de l'endroit où nous en étions assis hier. Vous, mon petit, nous en étions, c'était... Ah oui, c'est la scène psychologique, une scène d'amour. Le psychanalyste David déclare sa flamme à la jeune fille. Très bien, bon, ben ça... on verra tout à l'heure. Vous, c'est la scène sportive, ah oui, c'est le rallye de Monte-Carlo. François de Saint-Jacques donne sa voiture à réviser au garagiste Pascal. Ben là, quelques termes techniques, on s'en sortira parfaitement. Et vous, ah oui, vous, c'est la scène politique, une pièce à message. Jean-Loup prépare le prochain congrès du parti. Bon, ben là, des termes creux, des phrases vagues. On sera tout à fait dans le ton de la vérité. Alors écrivez. Vous, le psychanalyste David, ouvrez les guillemets. Vous, le garagiste Pascal, ouvrez les guillemets. Vous, Jean-Loup, Non, pas besoin d'ouvrir les guillemets, on passera par en dessous, comme d'habitude, c'est un politicien. Vous, le psychanalyste David, Olga, petite Olga, nous allons essayer d'y voir clair dans votre âme. Ah, cette petite âme, elle est comme la mienne, une cave obscure et sombre, pleine de noirs dessins refoulés. Ce qu'il faudrait, voyez-vous, pour bien faire, c'est lever le capot et regarder là-dedans avec une lampe de poche. Gégène, passe-moi la baladeuse, vous. Je sais bien, messieurs,
qu'il y a la chambre des cuisines de couloir dans lesquelles il vaut mieux ne pas mettre le nez. Ah, cette chambre, cette petite chambre rose et bleue, elle me donne tant d'idées folles. J'ai envie de retirer la culasse et de sortir les pistons. Savez-vous ce que je vais faire au prochain congrès du parti? Je vais danser, chanter, jouer la comédie, je vais jeter des fleurs par la fenêtre, et puis après ça, je vous foutrai le radiateur en l'air et toute la tuyauterie. Pour les pièces délicates, j'agirai autrement. Je monterai à la tribune et je dirai: messieurs, vous êtes tous des politicards hypocrites. Je veux arracher vos masques, je veux retirer ces vêtements qui vous habillent, et puis je veux vous embrasser le dos, le cou, les seins, le ventre, et puis je mettrai de l'huile dans tout ça pour que ça marche mieux. Parce que quand la rouille s'y met, plus rien ne fonctionne. Or, vous êtes rouillés, messieurs, gâtés. La Chambre du peuple français n'est plus qu'une officine infâme, ou tractation vulgaire. Ah, il va se passer, messieurs, dans cette chambre des choses que je n'ose dire, dans ce sera tendre, sensuel, troublant. Mes mains hésitantes se perdront dans des caresses infinies. Je vous démontrerai les culbuteurs, je vous gratterai les vis platinées, je vous soufflerai dans le gicleur. Je donnerai un grand coup de balai dans ces institutions périmées, et vous, les trafiquants d'influence, je vous dénoncerai, je vous pourchasserai, je vous mordrai l'épaule, je vous ferai des petits gousi-gousi comme ça derrière l'oreille, et une bonne pulvérisation par en dessous au pétrole. Et attention, messieurs, si vous ne voulez pas comprendre, alors je vous prendrai à bras le corps, je vous porterai vers l'alcôve, je vous déposerai dans les draps, je vous ferai une bonne injection dans la boîte et le poignet, quand je n'en pourrai plus, je vous foutrai ma démission. Rideau, rideau, rideau. J'ai coupé ma tronche en deux. Ah oui, le théâtre, la politique, c'est du social, hein. Mais la psychologie individuelle, était aussi une autre de mes spécialités. Vous entendez un bruit là, non? C'est toi qui as fait ça, Olivier? La psychologie. Vous entendez là? Bonnes gens, entendez-vous ce bruit lancinant et doux qui la nuit s'en vient troubler le silence des meublés au rythme des gouttes d'eau qui tombent dans les lavabos, pinçant les nerfs à l'unisson. Quelle est donc cette chanson? Et la complainte des robinets qui fuient, la voix triste des hôtels et des anciens bordels qui s'ennuient, et des années comme des dents jaunies. C'est la musique de l'eau tout au long des tuyaux de la vie. Ben, des souhaits. Gens, l'avez-vous vu, ce monsieur riche et connu, dans sa villa de Passy, la vie lui a réussi. Mais quand il se couche le soir, les yeux ouverts dans le noir, quel est cet air, ce souvenir qui l'empêche de dormir? Qu'est-ce que c'est? La complainte des robinets qui fuient, la fusion du quartier latin, c'est l'hymne des putains engourdis. Et des années comme des dents jaunies, c'est la musique de l'eau tout
tout au long des tuyaux de la ville. Croyez pas que tu vas aller jouer par ce temps-là, hein. Oh non. Et point de bon Dieu pour ceux qui sont sur terre. On y refait jamais là comme il voulait que ça saute. Là-bas 2 jours, 2 nuits que ça pleut à pleine gouttière, c'est pas bon pour de la vigne, ni pour le lumbago. Avec cette bouillasse, on peut rien faire qui vaille. Dès qu'on met le pied d'ailleurs, on tripe dans le patouillard. Puis dans cette humidité, il n'y a que le bois qui travaille. Oh, misère que tout cela. Et par-dessus le marché, là, tu vas pas que les bêtes venons à être malades, tout comme si c'était des gens. Et des mois, crévin Dieu, qu'on en perd 3, 4 têtes, puis j'y perdrai la mienne. Si ça dure plus longtemps. C'est-il pas des malheurs de voir des bêtes bien soignées, puis qu'attend un peu le charbon? Fallait que ça se nomme comme ça. Quand on en est ce point à mettre dans la cheminée, oh, misère que tout cela. Il y avait encore que ça, mais on n'est point de fortune. On avait 3, 4 sous qu'on avait mis de côté, puis dame, ça fait dépit de voir son petit pécune que fout le camp un petit peu sans qu'on ait rien acheté, parce que pas faut ce qu'il faut. Et même qu'on ait point de rente, il faut bien se sustenter, nourrir son estomac. Puis tant plus qu'on gagne moins, plus que le vin rouge augmente. Oh, misère que tout cela. On nous avait promis que la vie serait moins chère. Monsieur le député nous a fait de bio-discours, donc il nous disait que nous autres, les gens de la terre, on payerait moins d'impôts. What? Je t'en fous. Pose toujours. Ils sont ben tous pareils. Ils s'en vont de gauche et de droite en changeant d'opinion, ben plus souvent que de bord. Les politiciens, c'est rien moins que des girouettes. Oh, misère que tout cela. Parce que ben le pire que tout, c'est nous de gars. Ils s'emmerdent à défendre le pays dans je ne sais quel pays. Et si bon Dieu de malheur, il fallait que ça nous le perde, parce que ben que la vieille et moi, on s'en irait aussi, parce que quand on est vieux, on a vu les 2 autres. Ça vous fait le cœur bien lourd de voir tous ces petits gars qui chantent en rigolant la montras-tu la côte. Oh. Misère que tout cela. On est pourtant bien fait tout ce que fallait qu'on fasse. On est pourtant prié le bon Dieu bien chrétiennement, mais je crois bien que jusqu'au jour où on sera dans la fosse, on n'aurait jamais eu un seul brin de contentement, je vous dis. Il y a point de bon Dieu pour ceux qui sont sur terre. Enfin, ça ne sert de rien de se plaindre que je fais là. Putain, pour me consoler, je m'en vais boire un petit verre. Ah, misère que tout cela. Je vais lui dire un mot ou 2 au ministre, hein, parce que c'est bien joli, mais... Psychologie. La tartinette et le camembert. Souvent, puissants voisins nous causent du dommage. Oyez plutôt l'histoire des fromages. Un camembert était dans un garde-manger rangé près d'une crème de gruyère. Leur possesseur devait avoir en vérité quelques bonnes actions chez un ami crémier ou une mauvaise action chez une amie crémière, mais ceci est une autre affaire. Le camembert à sa voisine un jour dit d'un ton fort aimable « C'est bientôt notre tour de passer sur la table ». Oui, il est très bien dans une fable de faire parler un camembert. Son style est coulant.
agréable. Et puis, il fait si bien les vers. Il ajouta donc, toujours littéraire, « Oh, chère crème de gruyère, vous êtes, je le reconnais, une bonne pâte, oui, mais vous n'avez pas d'odeur, presque pas de fumée. Approchons-nous donc l'un de l'autre, vous prendrez mon parfum, il suppléera le vôtre. Vous profiterez amplement de mon ferment. Oh, je ne vous fais pas la cour, ce n'est pas un ferment d'amour. Mais, table dans quelques jours, chacun voudra vous rendre hommage. Vous serez digne enfin du beau nom de fromage. » Ainsi fut dit, ainsi fut fait. Mais quand 2 jours après, sur la table, ils se présentèrent, le camembert fut déclaré fameux, crémeux, merveilleux, délicieux. Quant à la crème de gruyère, on la trouva trop forte, malodorante, amère, et on la mit en moins de 2 dans les ordures ménagères. Ainsi, l'un sur l'autre, on déteint, et souvent, pas pour notre bien. Sachons donc choisir nos voisins, que leur odeur ne nous soit pas trop supérieure, car n'oublions pas ce conseil, homme ou fromage, c'est pareil, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Le dernier verre est pas de moi. Ah oui, ben tiens, justement, je voudrais en profiter pour dresser un portrait de quelques particularités, de quelques qualités psychologiques, puisque je suis psychologue, et le faire par quelques histoires bien senties. Tenez, par exemple, je voudrais mettre en évidence une qualité humaine essentielle, la probité. C'est important, la probité, non? Moi, je vois, j'ai un cousin, il est chef du personnel à l'hôtel des Bouffluculus. Eh bien, il dit toujours, dans un entretien d'embauche, le plus important, c'est la probité du candidat. D'ailleurs, il faut le voir, hein, comment il est exigeant quand il reçoit quelqu'un pour un recrutement. Vauchard, entrez, Vauchard. Vauchard, vous avez posé votre candidature pour être maître d'hôtel dans notre établissement, alors j'ai demandé quelques références et je les ai reçues. Les voilà. Vous avez été serveur au Sofitel de Courson-la-Gamine. Alors j'ai interrogé le directeur, c'est un ami, il m'écrit « Vauchard, un voleur. Les vases, les couverts en argent, les portefeuilles des clients. Ah, on s'en souviendra de Vauchard. » C'est pas tout. Vous avez été groom au Hilton de Brinon-sur-Beuvron. Voilà le rapport. Vauchard, une brute caractérielle, a frappé 2 de ses collègues, giflé une fille de salle, cassé un bras au comptable. On ne l'oubliera pas, Vauchard. Partez pas, j'ai pas fini. Vous avez été garçon d'étage au Hyatt Regency de la Chapelle Balou en Creuse. Je viens de recevoir leur, comment dirais-je, leur appréciation. Vauchard, un obsédé sexuel. Tentative de viol sur 4 femmes de ménage, 6 clientes et la directrice administrative, 6 mois ferme, 2 ans avec sursis. Bravo, Vauchard. Un instant, revenez. Vous avez une dernière référence. L'hôtel Mercure dans l'eau à Fos-sur-Mer. Alors, leur réponse. Vauchard, exhibitionniste homosexuel, licencié sur plainte des enfants de la cuisinière et de monsieur l'aumônier. Vauchard, je vous engage. Mais, la première petite cuillère qui manque, dehors. Je vous engage, mais, la première attitude équivoque avec une femme, dehors. Je vous engage, mais, la première parole déplacée au dernier groom, la porte. Et maintenant, va travailler. Comme ça, mon cousin. Mais courageux, hein, courageux au travail. Courageux tout court, d'ailleurs. Tellement courageux que chez nous, au village, quand on était petit, on l'appelait le courageux. Le courageux, qu'on l'appelait mon cousin.
Tellement courageux. Dès qu'il fallait quelqu'un qui était courageux, c'est lui qu'on allait chercher. Quand il fallait grimper dans un arbre ou monter décrocher le coq clocher, c'était toujours lui qui s'y collait. Le courageux qu'on l'appelait, mon cousin. Quand il y avait une bagarre au bistrot, c'était toujours lui qui séparait les gars. Le courageux qu'on l'appelait. Tiens, un jour, il est venu à un cirque sur la place du village avec une ménagerie puis un lion dans une cage. Alors on lui a dit, nous, au courageux, hé, toi, le courageux, pareil que t'es même pas capable de rentrer dans la cage du lion. Moi, je suis pas au diable. Moi, je suis pas au diable. Il est rentré dans la cage du lion. Le courageux, on l'appelait mon cousin. Quand il était dans la cage, on lui a dit, hé, toi, le courageux, pareil que t'es même pas capable de fourrer ta main dans la gueule du lion. Moi, je suis pas au diable. Moi, je suis mal. Il a fourré sa main dans la gueule du lion. Jusque-là. Courageux, on l'appelait mon cousin. Non, on l'appelle le manchot. Les portraits psychologiques comme celui-là ne sont pas des œuvres auxquelles on décerne des médailles. Si au moins j'avais composé des fables comme La Fontaine, et si j'en mettais une en disant qu'elle est de moi, les deux moutons. Deux moutons paissaient dans un chemin creux lorsqu'un promeneur s'avança vers eux. Il marchait à pas lents, l'air d'un enfant converse, car il lisait des vers de Monsieur Saint John Perse. À la vue de ce passant qui leur semblait angoissant, les moutons s'enfuirent, redoutant le pire, et le promeneur continua de lire. Ils coururent longtemps, ne sachant de quel côté se diriger, quand parut pour les protéger leur berger. Guillaume calma leur émotion et les ramena jusqu'à la maison. Mais 4 mois plus tard, à peine, vous auriez pu voir la fille de Guillaume qui filait de la laine en mangeant un gigot. Sommes-nous pas un peu semblables aux moutons ? Nous fuyons celui qui simplement nous dérange pour courir dans les bras de celui qui nous tond et nous mange. Oui. Ben moi, je sens que si ça continue, je vais finir par être en retard. Hein. Oh là là. Excusez-moi. Non, je suis pas là. Parti. Non! Non! Retard, je suis en retard. Oh! Quoi? Non, merde, je suis en retard! Oh, pardon, monsieur le ministre. Oui, non, oui, bien, oui, moi aussi, justement, j'étais en train de dire... Ah, vous me le dites aussi, oui. J'arrive tout de suite, monsieur le ministre. Qu'est-ce que c'est que... Quel théâtre de merde. Non, non mais... Oh. Oh, c'est décidé, hein, je ne ferai plus que de la télé. Oh. Et je cherche quelque chose. Ben, on a une branche, là. Mesdames et messieurs, la tranche qui me manque concerne la part la plus secrète de chacun de nous et de tous mes talents le plus inattendu, l'amour. Je suis doué pour l'amour. Oui, je veux dire par là que j'ai beaucoup écrit sur ce thème, ce qui est assez remarquable chez un clown. Finalement, tiens, aussi bien d'éclairer à la bougie mon côté Pierrot. Côté Pierrot. Chez moi, l'amour est un don, et je suis heureux qu'on le mette ce soir en pleine lumière. Je me suis beaucoup marié. Oui. Mais ça ne s'improvise pas. Hein.
faut avoir de l'entraînement. Non, pas tout de suite. Moi, j'ai eu de l'entraînement pour ça, parce que tout petit, déjà, je m'exerçais à l'amour. Quand j'avais 4 ans, mes parents avaient des voisins qui avaient eu aussi un petit bout de chou de 3 ans et demi. Et ben, on comparait déjà nos zizi. Et je gagnais toujours. Parce que les voisins, c'est une fille qu'ils avaient. Et puis, ils l'ont perdu, moi on s'est perdu de vue, ils l'ont mise en pension. Enfin bref. On s'est retrouvés longtemps plus tard. Enfin, nos parents se fréquentaient toujours, pas trop, hein, du bout des gâteaux secs. Elle était jeune fille, sortait tout droit de son couvent, innocente et gentille, qui n'avait pas 16 ans. Le jeudi jour de visite, elle venait chez ma mère, et elle nous jouait la truite de Schubert. Un soir de grand orage, elle dut coucher à la maison. Or, malgré son jeune âge, elle avait de l'obstination. Et pendant 2-3 heures de suite, malgré la pluie et les éclairs, elle nous a joué la truite de Schubert. On lui donna ma chambre, moi je couchais dans le salon, mais je crus bien comprendre que ça ne serait pas long. En effet, elle revint bien vite, pieds nus dans les courants d'air, pour me jouer la suite du concert. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On va, mesdames et messieurs, faire une toute petite pause pour essayer de récupérer la chanson. Olivier, est-ce que tu crois que ça se rattrape, ça? Je vois, j'ai peur que ce soit pas de gravure, on va vérifier ça. Oui, ben, vous pouvez parler entre vous, hein, j'ai du travail, j'ai des poésies à faire. C'est très très difficile de récupérer. Est-ce qu'on réessaye? On réessaye. Depuis le début On est obligé, oui, malheureusement. Hein? Depuis le début, oui. Depuis le début, allez, on essaye. Elle était jeune fille, sortait tout droit de son couvent, innocente et gentille, qui n'avait pas 16 ans. Le jeudi jour de visite, elle venait chez ma mère, et elle nous jouait la truite de Schubert. Un soir de grand orage, elle dut coucher à la maison. Or, malgré son jeune âge, elle avait de l'obstination. Et pendant 3 heures de suite, malgré la pluie et les éclairs, elle nous a joué la truite de Schubert. Alors là, c'est moi qui ai eu. Vous savez ce que je vais faire? Arrête. On va sauter à la chanson d'après. Ça va pas. J'ai 3 cassettes de plus, hein, on peut la refaire la chanson. Hein? J'ai 3 cassettes de plus, on peut la refaire. Alors on peut peut-être essayer de prendre l'autre cassette de secours, je ne sais pas. L'autre CD, c'est le même? Oui, peut-être. Mesdames et messieurs, il s'agit d'une soirée intimiste. Belle improvisation. Hein? Belle improvisation. Alors, pendant ce temps-là, je vais aller chercher mon texte, voyez-vous.
sans cesser d'ailleurs d'être en contact et de parler avec vous, parce que je ne voudrais pas vous quitter, on est en trop bonne compagnie. Mais si je retrouve mon texte, ça va m'aider aussi en même temps, voyez-vous. Moi, je n'ai pas d'autre version, en fait, c'est que celui-là. T'as trouvé un autre Non, parce que CD? sur l'autre, il y a que deux plages sur l'autre, en fait. Hein? Je n'ai que 2 plages sur l'autre CD. Il y a deux... Non, pas celui-là. Alors, il n'a pas d'autre CD La avec le troisième... mini Oh oui, il doit y en avoir peut-être un autre. Alors, il est dans la valise du ministre. Écrivez-le un instant. Je ne peux pas intervenir, c'est lui qui a les clés. Tiens. Regarde voir ça. Il n'y aurait pas la même bande. Je pense, ça va aller, ça. Je m'en souviens qu'il y en a depuis. Ça m'a donné le temps de me souvenir de la chanson, c'est toujours ça de gagner. On recommence. On essaye? Tu t'es Ouais. dessus? Ouais. Allez, on est têtu, hein. Oui. Alors, comme je vous le disais, elle était jeune fille. Et comme je vous le disais, elle sortait du couvent. Toujours innocente, toujours gentille. Et qui n'avait pas plus de 16 ans comme la dernière fois. Le jeudi, qui était toujours jour de visite, elle venait chez ma mère. Elle revenait d'ailleurs. Et elle nous jouait la truite. La truite qui était toujours de Schubert. Vous vous souvenez qu'un soir de grand orage, elle dut coucher à la maison. Et malgré son jeune âge, elle avait toujours de l'obstination pareille comme avant. Et pendant 6 heures de suite, donc, malgré la pluie, les éclairs, elle nous a joué la truite de Schubert. On lui donne ma chambre. Moi, je couchais dans le salon. Mais j'ai dû bien comprendre que ce ne serait pas long. Et en effet, elle revint bien vite. C'était déjà la 4e fois dans la nuit. Pour me jouer la suite du concert. Après l'orage, nous fûmes dans une situation telle que le mariage était la seule solution. Et par une soirée maudite d'enfant, on n'y arrivera pas. Elle accoucha d'une truite qu'elle prénomma Schubert. Arrête, je vais le faire a cappella. À présent, je vis seul, tout seul dans ma demeure. Isabelle est partie et n'a plus sa raison. Dans sa chambre au Touquet, elle reste des heures auprès d'un grand bocal où frétille un poisson. Et moi, j'ai dit à Marguerite, qui est ma vieille cuisinière, ne me servez plus jamais de truite, ça me donne de l'urticaire. À faire remarquer à l'assistance publique que c'est pas une chanson simple. Hein. Bien. Alors, oui. Ben, je vous le dis, hein, il faut faire l'expérience avant en matière d'amour. Vous avez vu ce qui s'est passé dans la chanson? Il faut faire l'expérience avant. Sinon, tromperie, rupture. Alors, je vous le dis, les moralistes, les parents, les ancêtres, tous ont parlé de ce problème essentiel du couple et fondamental. Et ils n'ont pas fini d'en parler. Hein. Figurez-vous que, par un beau matin de l'an 2981, un jeune homme au cœur tendre venait soudain d'apprendre que sa maîtresse le trompait. Et le pauvre se lamentait en disant son malheur à qui voulait l'entendre. À quoi sert, disait-il, que le temps soit vaincu?
À quoi bon ce progrès dont nos siècles se parent? À quoi sert d'avoir tant vécu? Il n'y a plus de chef de gare, mais il y a toujours des cocus. Et tandis qu'il songeait que ce n'est pas un rôle drôle, il sentit soudain une lourde main qui se posait tout doucement sur son épaule. Il se retourna et, stupéfaction, vit à côté de lui un homme mécanique, un robot, puisqu'il faut l'appeler par son nom, qui le considérait avec compassion et lui dit tout à coup d'une voix métallique: « Pauvres humains à l'âme trop sensible, si vous avez souffert et souffrirez encore, c'est que votre cœur est la cible où s'acharnent les coups du sort. Vous, monsieur, qui souffrez à cause d'une femme, pour qui l'amour est un tourment, il suffirait tout simplement, pour éviter ces drames, que vous n'ayez plus d'âme. Ah, si comme moi vous étiez en acier, l'œil sec et le corps bien trempé, le cœur en formica et le cerveau en cuivre, là, vous pourriez vraiment goûter la joie de vivre. Si vous saviez comme c'est beau d'être robot, jamais ne pleure ni ne rit, rien ne m'effraie, rien ne m'épate. Je ne mange qu'un plat de riz, et même ce riz-là, c'est du riz automate. Jamais d'amour ni de passion, donc jamais de complications, jamais trahi, jamais déçu, jamais cocu. Croyez-moi donc, faites-vous mettre un cœur en vinyle stratifié avec un gros décibelmètre. Vous saurez ce que c'est que la félicité. Merci, répondit le cornard. C'est très gentil de votre part, je ne vous en garde aucune rancune, mais j'aime mieux mon infortune. La tranquillité, voyez-vous, je m'en fiche. Une vie sans amour, c'est un bateau sans mât. Or, on ne peut ruiner que celui qui fut riche, et l'on ne peut tromper que celui qu'on aima. Le robot, honteux et confus, s'enfuit, et le cornard, oubliant chagrins et remords, jura que malgré tout, on l'y prendrait encore. Le robot et le cornard. Oui, c'est le titre. Vous voyez, je crois que ceux qui ont du talent pour l'amour sont ceux qui en souffrent. Quand on est trop heureux, on ne peut pas aimer vraiment. D'ailleurs, c'est si vrai que les plus belles histoires d'amour ne sont même pas celles qui se terminent mal, mais celles qui ne sont jamais arrivées. Celles qu'on a simplement rêvées. L'amour est un sentiment virtuel. Dès que vous lui donnez vie, vous commencez de le tuer. Prisonnier de la tour s'est tué ce matin. Grand-mère, n'irons pas à la messe demain. Il s'est jeté de la tour en me tendant les mains. Grand-mère, il m'a semblé que j'avais du chagrin. Si le roi savait ça, Isabelle, Isabelle, si le roi savait ça, à la robe de dentelle, vous n'auriez plus jamais droit. Isabelle, si le roi savait ça. Le prisonnier de la tour n'aura pas de linceul et rien, rien qu'un trou noir où s'engouffrent les feuilles. Et moi j'irai chaque jour pleurer sous les tilleuls, et rien, pas même le roi, n'empêchera mon deuil. Si le roi savait ça, Isabelle, Isabelle, si le roi savait ça, à la robe de dentelle, vous n'auriez plus jamais droit. Isabelle, si le roi savait ça. J'ai fini mon schéma. La médaille est pleine. La dernière tranche, c'est l'amour. Je peux y aller.
Encore que. Écoutez, j'ai une vieille idée dont je parle jamais à personne, les gens ne comprendraient pas, mais là on est entre nous ce soir, je crois que je vais vous la dire. Je crois qu'il y a deux façons d'aimer. Donc deux façons de parler ou de chanter l'amour. Ou bien on aime quelqu'un ou quelque chose, hein, Dieu, un idéal, le gratin d'aubergine. En tout cas, votre amour a un destinataire, une adresse. Ou bien il n'y a pas d'adresse. Vous avez jamais ressenti ça, vous? Comme un trop-plein qui déborde brusquement et pas d'objet? Comme la mélancolie des romantiques, de la tristesse pour rien. Moi, ça m'arrive souvent d'être malheureux pour rien. Ça me rappelle un type qui est venu me voir un jour dans ma loge et qui m'a dit je voudrais dire en scène des textes de vous, j'appellerais ça votre oursin et vous. Oui, parce que j'ai écrit une poésie que j'ai intitulée Mon oursin et moi. Je lui ai répondu, vous intéresserez personne, attendez que je sois mort. Il faut bien attendre, hein, le pauvre. Un oursin dans mon poing fermé. J'ai serré les poings sans rien dire. Et je crois qu'on a bavardé. Et je crois que j'ai pu sourire. Sourire à Paul, à Jean, à Georges, à Marie-Christine, à Thomas. Avec du sable dans la gorge et un caillou sur l'estomac. Cache donc tes mains sous la table, ce n'est pas joli tout ce sang. Et pour faire passer le sable, bois donc ce whisky pour peu de temps. Merci, monsieur. Merci, madame. Oh, les bons principes reçus. Dans ta poche, fourre ton âme, avec ton mouchoir par-dessus. Bravo! Tape pour lui sur l'épaule. Ce garçon est vraiment très bien. Il réussit à être drôle avec un oursin dans la main. Et le petit gros. Petit gros nous a bien fait rire. Le petit gros nous a possédés. C'est l'heure où les gens n'ont plus rien à se dire, alors lui, le petit gros, en a profité. Le petit gros a dit des histoires, devinettes, charades et contrepétries. Il faisait des jeux de mots et des bruits bizarres. Grâce à lui, le petit gros, on a drôlement ri. Ce n'est que vers 3 heures plus tard dans la nuit, quand le petit gros s'est levé pour rentrer chez lui, lançant sur la porte un dernier mot drôle, d'un ton ironique et un peu moqueur, on a vu le couteau entre ses épaules. On a vu le couteau planté dans son cœur. Ne cherchez pas à lire mon nom sur mes papiers. J'ai lavé mes empreintes et j'ai perdu mon âge. Appelez-moi fumée, appelez-moi nuage. Laissez le restant blanc sans rien me demander. Je n'ai jamais volé que mes instants de chance. Je n'ai jamais tué que le temps qui passait. Mes poches sont percées, mais je garde en secret le coquillage bleu du fond de mon enfance. Vous n'avez pas le droit de prendre mes bretelles. Ouvrez-moi cette porte et rendez mes lacets. Je n'ai rien demandé. Simplement, je passais. Si je n'ai pas de nom, que nul ne m'appelle. Je suis très bien ainsi, laissez-moi m'en aller. Je ne mendiais pas, n'étais même pas ivre. Et s'il faut à tout prix mettre un nom sur vos livres, appelez-moi nuage, appelez-moi fumée. Je m'aperçois que dans ma médaille, j'ai pas du tout laissé de place pour le clown.
Ou alors le clown, c'était ça. J'ai rêvé ma vie les yeux grands ouverts. Je me suis réveillé quand c'était l'hiver. La neige était là, le vent était froid. Je n'ai pas compris les beaux soirs d'avril que j'avais rêvé, où donc était-il? J'en aurais pleuré. Faites-moi plaisir. Commencez sans moi. Laissez-moi dormir. J'étais fait pour ça. Je voudrais faire quelque chose parce que j'ai un ami dans la salle. J'ai 17 amis dans la salle. Mais j'en ai un qui je voudrais rendre un petit hommage particulier. Francis Blanche est mort à l'âge de 53 ans, il y a 35 ans cette année. Évidemment, quand la mort est venue le chercher, il s'y attendait pas. Hein. Alors, il a rouscaillé, il a demandé encore du temps. Il a dit, je suis encore pratiquement à l'entracte de ma vie, je suis dans ma loge, presque sur scène. La mort lui a répondu, c'est impossible, le règlement est formel. Il a dit juste, je voudrais un tout petit peu de temps. Exactement 50 minutes, tu vois, je suis pas exigeant. 50 minutes pour une vie. Qu'est-ce que tu feras de 50 minutes? J'en ferai ma seconde partie. Tu sais, le comédien n'attend que sa sortie parce que c'est l'instant des applaudissements. C'est de se souvenir qu'il vivra seulement. Il n'a pas d'autre espoir. Il n'écrit pas son texte. Toute sa création n'est qu'un mauvais prétexte à vouloir se parer de la plume du pan, cette plume que tient l'auteur, dont il dépend. Le comédien n'est rien que cette courte gloire, que ce sable mouvant gravé dans la mémoire, mais qui va se dissoudre et couler dans la nuit dès que le spectateur sera rentré chez lui. Et le temps se jouera de fondre les images comme un feu d'artifice au milieu des nuages. L'honneur du comédien parmi ce désespoir, c'est de faire semblant de ne pas le savoir. Et de crier encore, front levé, poing au nu, le spectacle, messieurs, mesdames, continue. De ne mourir qu'après la chute du rideau, quand le public se lève et lui tourne le dos. Il sait, le comédien, ce panache illusoire, que rien n'est plus futile et n'est plus dérisoire que de vouloir encore une fois, comme avant, achever un tableau qu'il a peint sur du vent. Ce n'est pas plus vain que d'avoir sur le vide ou sur d'âpres déserts monté des pyramides ou une cathédrale ou un ordinateur. Toi aussi, tu le sais, toi, grand ordonnateur des œuvres de là-haut, qu'il n'est pas de profonde différence entre un siècle, un an, une seconde, entre un mot qu'on prononce et son éternité. Il n'est rien d'ici-bas que je puisse emporter, mais avant de partir, en quittant ce théâtre, je veux voir ces gens-là nous applaudir et battre dans leurs mains la scansion de mon dernier émoi. Et puis, je veux les voir se détourner de moi, s'engouffrer dans la rue qu'ils appellent la vie. Alors, content, repu, satisfait, sans envie, j'affronterai de Dieu l'éternelle torpeur. Et dans ce dernier rôle encore, j'aurai peur.
Il y a que... Te dire combien nous avons été heureux ce soir. Bravo Xavier. Bravo. Dis quelque chose à ces gens. Ouais. Eh ben, je pense que, bon, peut-être pas obligatoirement pour les mêmes raisons, je pense que vous êtes aussi bouleversés que moi. Parce que Xavier, comme Francis, savait nous plonger dans le fond de l'abîme noir, comme dans le fond de la récolade la plus extraordinaire, en se jouant de toutes les barrières, de tous les tabous. C'est la liberté totale. Nous avons senti une totale liberté, on était même libérés de la technique, n'est-ce pas, puisqu'on a continué à cappella. On n'avait pas le choix. On a continué à cappella, donc, n'est-ce pas. La technique a essayé de faire la gueule, on lui a fait un pied de nez, on a continué sans elle. Malgré le magnifique travail d'Olivier, d'ailleurs, pour synchroniser le son, parce que c'est une bande-son très dure, qui est magnifique. Et alors, les musiques qui ne sont pas de Schubert, les musiques sont de ton fils Frédéric. Oui. Voilà. Beaucoup de fierté à avoir un fils musicien. Oui. J'ai beaucoup de fierté à avoir un fils qui s'appelle Frédéric. On l'a pas fait ensemble, mais enfin bon. C'est pas le même. C'est pas le même. Oh, c'était merveilleux, c'était fantastique. Alors si vous voulez avoir un écho, donc le texte intégral de la pièce donc est en vente à la sortie. Et puis on peut donc toujours se croiser au Petit Hébertot. À ça risque, oui, j'y passe ma vie. J'y passe ta vie, oui. Ça c'est vrai. Et, mais pour l'instant tu n'y joues pas. Tu joues seulement dans le premier dimanche de chaque mois à l'Académie Alphonse Allais. Je n'y joue pas parce que je mets en scène pour la rentrée de janvier. Ah. Et je mets en scène Victor Haïm. Oh, c'est pas rien. Ah, mais il est solo, si tu restes pas. Voilà, Oui, et à partir de la semaine prochaine, j'accueille un spectacle joué par deux comédiens de français, de la Comédie Française, qui sont Bérangère Dautin et Jean-Pierre Miquel, et qui interprètent une pièce qui a été écrite par Bérangère Dautin, qui a adapté un texte de Patrick de Carolis. Donc ça arrive, et c'est superbe. Alors ça, on l'a à partir de fin novembre, du 29 novembre. Et puis en janvier, nous rejoint Victor Haïm. Et on a encore jusqu'à la fin du mois Roger Dumas, Agathe de la Boulay, et puis Romanelli, le fameux Roland Romanelli qui a accompagné Barbara pendant 20 ans et qui est tous les soirs à 22h30 sur notre scène pour des chansons coquines. Et lui, il continuera jusqu'après les fêtes. Parce qu'il y a après il y a un spectacle à 19h30, il y en a un à 21h30 et ensuite il y a une soirée cabaret avec Romanelli. C'est ce côté 24 heures sur 24 du Roi Lear qui commence à pointer le nez peut-être. On n'a jamais quitté. Ouais, c'est absolument merveilleux. De toute façon, on a tout le cimetière pour dormir. Donc pourquoi se gâcher la vie avec le sommeil en ce moment? C'est absolument merveilleux. Moi, j'ai vu Le Monde selon Bulle avec Agathe de la Boulay. Cette fille sait tout faire. Et c'est tout faire, c'est quelque chose de démentiel. Et quant à Roger Dumas, à propos de Martin, c'est une autobiographie poétisée. Et là aussi, il coupe le souffle. Il coupe le souffle, c'est le grand Roger Dumas.
On a vraiment une chance merveilleuse que tu mènes le petit Héberto justement de création en création et avec des noms aussi prestigieux que ça. Je ne sais pas si vous, quand vous étiez petit, mais moi, quand j'étais, ça ne la rajeunit pas. Enfin, quand j'étais petite, j'écoutais Bérangère Dautin dans les pièces radiophoniques sur Radio Luxembourg. Voilà. Très tôt de la nuit. Moi aussi, Voilà. moi aussi, hein, mais ça vient de loin, mais je suis aussi là, je vais l'avoir entendu. Et ben voilà, c'est ça. Donc, de toute façon, En tout cas, nous sommes tous de la même génération, nous sommes tous de grands enfants. Dès l'instant que nous allons au théâtre. Eh ben écoute, Xavier, je te remercie infiniment du cadeau royal que tu nous as fait ce soir. Ah oui, Alors, merci, c'est merci. vraiment un cadeau royal. On lui dit encore bravo du fond du cœur. C'est très gentil. Je voudrais passer la nuit avec vous, mais j'ai peur de rater le premier métro. Très joli. Ah, très très jolie formule. À propos justement de ne rien rater. Alors demain, c'est le salon de l'autre livre à l'espace des Blancs Manteaux. C'est-à-dire que tous les petits éditeurs qui ne sont pas Gallimard, qui ne sont pas Flammarion, qui ne sont pas Grasset, bon, eh bien là ils ont un espace de liberté au Blancs Manteaux. Rue des Blancs Manteaux, comme son nom l'indique. Également aussi, c'est le dernier jour de Marjolaine. Et le parc floral, à l'automne, pour marcher jusqu'à Marjolaine, c'est absolument merveilleux. Surtout que j'ai intérêt à l'apprécier parce que à la vitesse où je marche, j'ai le temps de compter les feuilles. Donc, mais c'est d'autant plus beau d'ailleurs. Donc Marjolaine, c'est chouette parce que c'est bio, c'est écolo, on boit du velouté d'ortie. T'as déjà mangé des orties? Non, oui, Jules Renard aurait dû t'apprendre. Donc, c'est tas de petites choses rigolotes comme ça. Également, vous pouvez écouter de la musique végétarienne.